western corner of France, on the shores of the Bay of Biscay, giant tractors are carving out an air and naval base, which will one day be the jumping-off ground for the transatlantic air service to France's South American possession. Today, French engineers are cutting their way through great sand dunes and pine forests, laying the foundations for an impregnable harbor that may also be a safeguard against the possible danger of a fascist Spain. Modern engineering machinery is working for the future defense of France. Already the landscape has been changed. A canal will link Lake Biscarrosse with the sea, so that one day the smooth waters may bear French warships and submarines. Peu de gens le savent, mais c'est à Biscarrosse que s'est écrite l'une des plus belles pages de l'histoire de l'aviation. 1930, un petit village de Résigny-des-Landes que rien ne prédestinait à un avenir aéronautique est choisi par un industriel installé à Toulouse, Pierre-Georges Latécoère. Il décide d'y installer le lieu de montage et d'essai des plus grands hydravions français. Le défi de l'époque est de faire voler des longs courriers, des avions de plus en plus lourds, impossible de construire à travers le monde des pistes assez longues. La solution paraît évidente, la Terre est recouverte aux 3/4 d'eau. Biscarrosse, c'est Pierre-Georges Latécoère, l'aéropostale des pilotes au nom mythique, Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet. Ils sont venus ici, ces grands pilotes, ces grands noms? Absolument, les trois sont venus. Donc Mermoz, lui, a pris en main la Croix du Sud. Il était vraiment très impatient de pouvoir piloter cet appareil. C'est vrai que sur le tronçon de l'aéropostale, il y avait une partie Dakar-Natal qu'il fallait effectivement traverser. Les appareils terrestres de l'époque n'avaient pas une autonomie de vol suffisante pour faire la traversée d'une seule traite. Et donc là encore, l'hydravion s'est imposé. Cet avion, la Croix du Sud, c'est le Latécoère 300. C'est une étape pour Pierre-Georges Latécoère? C'est une étape. C'est le premier hydravion qu'il utilisera pour transporter le courrier. Et Mermoz effectuera de très nombreuses traversées à bord de cet hydravion. Et il périra à son bord en 1936. Biscarrosse va voir naître des avions de légende. 1935, voici le Latécoère 521, lieutenant de vaisseau Paris. C'est le premier jumbo transatlantique de l'histoire de l'aéronautique. À son bord, 72 passagers et aux commandes. Henri Guillaumet, le pilote au sourire ravageur, le héros qui a survécu à un accident dans la cordillère des Andes. Embarquement lac de Biscarrosse, destination New York. Biscarrosse, New York, déjà, ça fait rêver. Est-ce qu'il y a eu d'autres destinations? Oui, il y a eu une destination, Biscarrosse, Fort-de-France, une ligne vers les Antilles pour lancer un nouvel hydravion et non des moindres de chez Latécoère. Il s'agit du Latécoère 631 et à l'époque, c'était le plus grand hydravion au monde, donc 60 mètres d'envergure, plus de 37 tonnes, vraiment un géant des airs. Mais il faut comprendre que sur ces hydravions, il y avait un équipage de 11 hommes au minimum. Voilà, et les mécaniciens pouvaient aller réparer les moteurs en plein vol, donc c'était vraiment des missions très périlleuses. On est dans l'âge d'or de l'hydraviation, donc c'est le grand luxe. Il faut dire que ces hydravions devaient rivaliser avec les paquebots de l'époque. Il y a même des couchettes. Oui, parce que ces hydravions étaient équipés pour 40 à 60 passagers en version jour et 40 en version nuit. À ce moment-là, c'est la fierté française, cet avion-là. C'est la fierté française, c'est l'hydravion qui a été utilisé par Air France et c'est effectivement cet hydravion qui va relancer l'aéronautique française après-guerre. Ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a pas fait seulement que construire des avions à Biscarrosse. Non, Biscarrosse a été un aéroport international. Un hydroport, on va dire. C'était en effet la seule hydrobase en France qui pouvait accueillir diverses compagnies étrangères, comme les compagnies américaines, la Pan Am ou la BOAC côté anglais.
Mesdames, Messieurs, chers amis, les enfants, bienvenue à Biscarrosse. Bienvenue pour cette merveilleuse après-midi que nous allons passer ensemble. Cet avion, à l'origine, n'est pas prévu pour faire ce type de voltige. Je vous rappelle, c'est un avion de voyage. C'est un avion qui est destiné à se déplacer rapidement. Imaginez que lorsque vous vivez à Biscarrosse et que vous disposez d'un avion de ce type, eh bien, en 1h40, vous êtes à Paris. Et de temps en temps, sur le trajet, on pourrait imaginer de passer un tonneau ou une boucle, comme le fait avec une grande virtuosité notre ami Mika Brajo aujourd'hui. Mesurer et ensuite jouer dans un ensemble réglementaire qui est extrêmement contraignant. Et donc on n'est pas du tout dans les jeux du cirque. Retour dans les années 30 en Europe. En Belgique et en France, on avait le Stamp Evertongen. Et en France, quand on voit un biplan, généralement, on pointe du doigt, on dit c'est un Stamp. Aux États-Unis, quand un biplan jaune se pointe dans le ciel, on dit c'est un Stearman. Lloyd Stearman, un des grands pionniers de l'aviation américaine, a conçu dans les années 30 une série de biplans. Et puis malheureusement sont survenus les événements dont vous avez sans doute entendu parler du côté de Pearl Harbor. Et les États-Unis sont entrés en guerre avec le Japon. Il a fallu alors former des dizaines, des centaines, des milliers de pilotes. Et aussi bien l'US Air Force, qui s'appelait US Army Air Corps à l'époque, que l'US Navy ont eu du jour au lendemain besoin d'une quantité phénoménale d'avions d'entraînement de base. Et ils se sont tournés vers l'usine Stearman pour produire ce biplan mu par un moteur Continental de 220 chevaux. Biplan qui a permis notamment de former des gens qui allaient avoir un avenir de grande envergure aux États-Unis. Monsieur Bush, père. George Bush Senior a usé ses fonds de combinaison sur les sièges Stearman avant d'aller faire de l'Avenger et d'avoir un beau palmarès. Il y a un autre grand pilote qui a été formé sur Stearman il y a quelques années. Que dis-je? C'était au siècle dernier. Et cet homme, un jour, a mis le pied sur la Lune. Il s'appelait Neil Armstrong. Et oui, Neil Armstrong, qui était ingénieur, pilote de la Navy, a d'abord commencé sa formation de pilote sur cet avion. Et on peut peut-être penser que c'est les rudiments qu'il a appris en pilotant cette machine l'ont aidé à poser la capsule Apollo sur la Lune un jour du mois de juillet 1969. Parce qu'il faut le rappeler, la capsule, lorsqu'elle s'est posée sur la Lune, c'était le premier voyage hors de la Terre, hein, bien évidemment. Eh bien, elle a été posée à la main. Il était prévu un programme automatique avec un autopilote. Et lorsque Neil Armstrong, à travers son hublot, a vu que la capsule allait se poser dans un cratère, dont il savait qu'il avait peu de chances de ressortir, eh bien, il a repris le contrôle manuel de la capsule. Il l'a posée quelques centaines de mètres plus loin. Et il a ainsi sauvé la mission, il a sauvé sa vie, celle de son équipier, et il a créé un événement évidemment historique, puisque alors que Neil Armstrong est décédé il y a quelques années, eh bien on en parle encore, et je crois qu'on en parlera encore pendant de nombreux siècles. Pour remettre les choses en perspective,
Je crois qu'on a du mal aujourd'hui avec ces petits objets qu'on a tous dans les poches, les smartphones, à comprendre quelle était la puissance de calcul qui dirigeait cette alunissage. Vous avez dans votre poche aujourd'hui 1000, peut-être même 10 000 fois plus, ou si ce n'est pas 100 000 fois plus de puissance de calcul que l'ordinateur, et c'était encore déjà un bien grand mot, qui était censé contrôler jusqu'au dernier moment l'alunissage. Pour remettre les choses en perspective, les pilotes, c'est pour ceux qui ont vu le film L'étoffe des héros, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande chaudement, c'est un grand classique. Tout ce film, cet opus remet bien en perspective ce qu'était l'aventure lunaire. Aujourd'hui, tout le monde a vu dans les SpaceX et la cabine Crew Dragon que ça se dirige. On a l'impression que ça se dirige avec un iPad, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais ils étaient loin d'avoir ça avec Apollo. Très, 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 très loin. C'était tous des pilotes formés à l'origine, et oui, sur des biplans. Le musée s'est attaché à chercher des hydravions dans le monde entier. Tâche difficile. Le patrimoine hydro-français a quasiment disparu. Et c'est vrai qu'on a trouvé des hydravions, bien souvent irréparables, intransportables, et aucun hydravion présentable au public. Et puis en 1991, lors d'un séjour en Angleterre, la fondatrice du musée, Marie-Paul Vieclaz, découvre un lot indivisible de 2 hydravions américains, des hydravions Grumman-Whitgiron. Donc appareils historiques, ils ont effectivement une longue histoire. Ce sont des appareils qui ont été construits par un constructeur américain, Grumman, en 1944. Ils ont été utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale par l'US Navy, la marine américaine. Nous avons présenté dans un premier temps cet hydravion statique. Et le second appareil, lui, on a eu l'agréable surprise de voir qu'il restait peut-être suffisamment de pièces pour le restaurer. On a peut-être repris aussi pour ce musée la devise ou la phrase maintenant mythique et légendaire de Pierre-Georges Latécoère lorsqu'il a voulu donc créer la ligne de l'aéropostale. Bon, en substance, c'est notre idée est-il réalisable? Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, la réaliser. Et c'est vrai qu'au travers de ces hydravions qui sont arrivés en pièces détachées, que l'on a effectivement voulu restaurer et montrer au public, il est évident que ce sont des pièces rares, uniques. Et il y en a pratiquement plus dans le monde. Et on est vraiment très fiers de pouvoir présenter ce genre de pièces. Ah, ce sont des avions puissants, ce sont des avions bien motorisés. Voilà donc l'Obélisque Bongo qui se dégage pour effectuer son solo. Un avion conçu au début des années 60 dans un garage. Incroyable. Une histoire incroyable. Allez, le Bronco. 2 anciens des marines qui se disent il y a un petit souci au Vietnam, on n'a pas les avions qu'il faut. Moi je pense qu'il faudrait faire ci, qu'il faudrait faire ça. Mais c'est pas comme ça que l'armée se fournit des avions. Généralement, les grands mamamouchis édictent des programmes qui disent il nous faut ci, il nous faut ça. Et bien nos compères qui produisent une maquette et qui présentent leur maquette au commandant de la base et qui leur dit ouais, il y a peut-être une chance que ça puisse servir. En tout cas, l'histoire a commencé comme ça et l'avion a fini par être construit par North American d'abord puis Rockwell ensuite. Il s'est retrouvé au Vietnam. C'était un avion qui était à l'origine destiné à faire du Forward Air Control, c'est-à-dire du contrôle tactique aérien avancé. Il servait à désigner les cibles au sol, aux bombardiers qui venaient de très haut, les F-105 entre autres, et il marquait ses cibles avec des roquettes au phosphore. Mais après, il a fait bien d'autres choses. Il a été employé de nuit pour les attaques de nuit, il était armé, il emportait 4 mitrailleuses de 12-7, des paniers de roquettes. Il a énormément servi dans les opérations, ce qu'on appelle de rescue, c'est-à-dire de search and rescue, de recherche et de récupération d'équipages tombés dans la jungle. Il assurait la surveillance, en tout cas il marquait la zone, pendant que les Skyraiders assuraient le nettoyage de la zone avant que viennent les hélicoptères. C'est un dispositif assez complexe. Sa vraie capacité, c'est d'être ultra manœuvrable, ce qui va nous être démontré par Chuck, son pilote. Et quand on lit un petit peu la littérature de ces années-là, ces avions ont fait des pilotes ont osé des choses un peu improbables, comme d'aller récupérer des soldats au sol en perdition sur la piste Ho Chi Minh elle-même, de nuit,
en leur disant je me pose, je fais demi-tour, je coupe pas les gaz, c'est ouvert derrière. Vous avez 2 secondes pour monter dedans. Donc les 5 ou 6 de tête, dans ce que j'ai lu, se sont précipités dans l'arrière, se sont jetés à plat dans l'arrière du Bronco qui s'ouvre. Et le pilote a redécollé à pleine charge comme ça. Avion extraordinaire donc de manœuvrabilité. C'est un avion assez moderne hein, puisqu'il date de la fin des années 60. Avec cette utilisation particulière, c'est un avion puissant, gros moteur, grosse disponibilité. C'est un avion qui emmène plus que son poids en charge utile. Il peut aller, donc c'est assez rare quand même pour les avions. Et il a été fabriqué chez North American, devenu Rockwell. Et le petit paradoxe, ou en tout cas pour l'histoire, c'est que Rockwell a fabriqué, à l'époque, en même temps que fabriquait cet avion destiné à la guerre au Vietnam, eh bien Rockwell fabriquait la capsule Apollo, celle qui a permis à Neil Armstrong de rejoindre avec Buzz Aldrin et c'était Collins, je crois le troisième, de rejoindre la Lune, de s'y poser et puis surtout de revenir. Voilà, Rockwell fabriquait cet avion, fabriquait la capsule Apollo. Occasion de parler un petit peu de Biscarrosse et du spatial. Eh oui, vous allez me dire, mais c'est incroyable, qu'est-ce qu'on fait comme truc lié à l'aéronautique, au spatial, à Biscarrosse? Mais oui, on a à côté de nous, à droite, là, à l'ouest, ce qu'on appelait autrefois le centre d'essai des Landes. Et imaginez que régulièrement, on envoie des fusées dans l'espace. Ce sont des missiles balistiques. Ce sont des missiles balistiques qui pèsent, oh yeah, un peu plus de 50 tonnes. Et ils décollent de Biscarrosse. Ils décollent d'un pas de tir qui se trouve en plus être dans une piscine, je crois d'environ 60 mètres de profondeur. Et donc ce missile, le M51, rejoint l'espace, vole dans l'espace 15 à 20 minutes pour atterrir là où on l'a désigné, c'est-à-dire souvent soit vers le Brésil ou au contraire vers le Canada. Et donc à Biscarrosse, on tire des fusées, on tutoie l'espace. Enfin, on tutoie pas, on est dans l'espace avec des technologies qui sont strictement les mêmes que celles de la fusée, enfin, qui se ressemblent beaucoup à celles de la fusée Ariane en particulier, et des technologies extrêmement communes, notamment sur les étages supérieurs de Ariane. Et le tout est commandé par une salle de contrôle qui est digne de celle de Houston, avec des radars de poursuite qui sont installés un petit peu plus au nord sur la côte landaise, vers Lacanau, et puis ensuite c'est les radars qui sont à côté de l'Orient qui prennent le relais, du côté de Quimper plutôt, qui prennent le relais pour suivre notre missile balistique. Voilà, si on est en paix aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un équilibre de la terreur, c'est parce que nous disposons de bombes nucléaires, on peut en parler un petit peu, même si c'est un sujet qui n'est pas simple, et parce qu'on est crédible, et parce que les gens qui ont peur de nous, parce que nous disposons de ces armes, bah, peut-être renonceront-ils un jour à nous attaquer. Voilà, ça s'appelle la dissuasion nucléaire ou l'équilibre de la terreur. C'est quelque chose c'est un concept qui est né au lendemain des explosions nucléaires américaines sur le Japon en août 1945. C'est une règle qui s'est toujours appliquée jusqu'à présent et qui fait, je crois, partie de notre dispositif qui nous garantit une forme de liberté qui est celle que nous avons la joie et le bonheur de vivre. Donc Chuck nous a fait la démonstration de l'extrême manœuvrabilité de l'Ovedis Bronco, avion qui a fait énormément durant la guerre du Vietnam, qui a été ensuite réengagé pendant la guerre du Golfe. Imaginez-vous, 30 ans plus tard, on en a ressorti, on en a envoyé là-bas. Ils ont fait leur part de boulot avec beaucoup plus d'équipements électroniques. Et pour la petite histoire, puisqu'on parlait de Forward Air Control, commandement tactique aérien avancé, bah, sachez que si là, l'Ovedis Bronco dit de Montélimar est aux couleurs de Desert Storm, il pourrait tout aussi bien être blanc et rouge, c'est-à-dire aux couleurs des Ovedis Bronco qui font la guerre du feu, notamment en Californie. Et oui, il y a encore un certain nombre d'Ovedis Bronco qui sont utilisés en Californie par les pompiers du ciel américains.
qui font donc du repérage tactique et du marquage tactique et qui guident les plus gros bombardiers d'eau vers les points où ils doivent bombarder. C'est vous dire si cet avion a duré. Récemment, il y en a même eu quelques exemplaires restaurés qui sont utilisés par une société privée de Las Vegas pour refaire de l'entraînement pour les militaires, pour le forward air control, le commandement tactique aérien avancé. The Bronco is rocking the wings. Voilà, il nous salue, l'aviateur. L'avion était présenté par Chuck. Un des deux seuls Bronco qui vole encore en Europe. Avion rare. Celui-ci est passé par la Luftwaffe, la force aérienne allemande. Il a remorqué des cibles et puis l'équipe dynamique de Montélimar a eu le bonheur de se le voir attribué. Remis en état de vol, c'est passé par le centre des essais en vol d'Istres avec pas mal d'arrachage de cheveux au début. Et depuis, ça fait combien, 25 ans, 30 ans que vole maintenant ce Bronco en présentation aérienne. On a 14 cylindres au lieu de 9, ce qui fait quand même pas mal dans les Davidson qui volent en même temps aussi. Voilà, Catalina finit sa mise en route et le niveau de l'eau, la surface, et donc de la rejoindre délicatement. Et si au contraire il y a trop de capots, et bien là on est dans une situation inconfortable. Et si on est au contraire dans un miroir, et bien on a simplement du mal à repérer la surface. On vous parlait tout à l'heure de mythologie, l'aviation a sa mythologie, elle a ses dieux, elle a ses icônes, elle a ses emblèmes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le PBY Catalina, un des grands dieux de la mythologie de l'aviation, malheureusement issu lui aussi de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui a fait bien d'autres choses après dans ses différentes carrières. Peut-être un des plus beaux. Allez les photographes, c'est bien important là. Cet avion a été destiné à San Diego. San Diego, c'est au sud. Imaginez aujourd'hui qu'au mouillage à San Diego, il y a près de 12 porte-avions en même temps. C'est un centre donc extrêmement actif encore de nos jours pour ce qui est de l'aviation embarquée, celle qu'on embarque sur les porte-avions, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais c'est aussi là qu'est né cet avion. Si ses missions premières furent la reconnaissance profonde en mer, il a fait bien d'autres choses, notamment c'était un avion à l'horizon. Il se signalait alors avec un miroir éventuellement. C'était ça, ou alors il percutait une bouteille d'encre qui se répandait dans la mer autour d'eux, faisait une grande tache colorée verdâtre qui permettait justement à l'observateur du Catalina de dire « Ah, il est là, celui qu'on cherche ». Et alors, miracle des miracles, le Catalina, si la mer n'était pas trop formée, se posait non loin, approchait doucement, on lançait la corde à l'aviateur perdu en mer, on le remontait à bord et on le ramenait à sa base. Cet avion, vous le connaissez pour aussi pas mal d'autres choses. Catalina a été le tout premier modèle de bombardier d'eau en France. Le premier avion de la sécurité civile capable de bombarder autre chose que des bombes mais avec de l'eau. Voilà, pour éteindre les incendies. Bah, c'était ça, c'était le Catalina dans les années 60. Alors les Catalina, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont fréquenté le lac de Biscarrosse. Mais avant ça, pendant la guerre, évidemment, la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la période de 1940 à 1945, l'étendue d'eau qui est devant nous, qui faisait une construction à blanc des avions, on les démontait, on les mettait sur des remorques de camions, on les amenait à travers la campagne jusqu'à Biscarrosse, on rassemblait les avions, les moteurs, et on essayait les avions, et ensuite on les livrait au client, qui lui-même était donc aux Optiquets, et qui était la compagnie, la fameuse compagnie Air France. L'objectif était à l'époque de faire du transport de passagers. On n'avait pas encore imaginé d'utiliser des avions terrestres pour faire de grandes distances. On a pensé que l'hydravion était un moyen sûr de se déplacer, tout simplement parce qu'on imaginait qu'en cas de difficulté, on pouvait rejoindre la surface de l'eau et attendre Paris à Arcachon par train, puis Limousine nous emmenait d'Arcachon jusqu'à Biscarrosse. Vous dormiez à l'hôtel, le Grand Hôtel Air France qui existe encore, qui est un hôtel Art déco, sur la base des Ourtiquets. Et là, votre Latécoère vous attendait pour partir à New York.
Voilà, tout cela a été contrarié par la guerre, mi-juin 1940. Eh bien, c'est la drôle de... Elle avait changé de vocation, elle avait été d'ailleurs terminée, puisqu'elle n'était pas achevée au début de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été achevée par les Allemands qui ont rajouté des quais, qui ont rajouté également des baraquements, des lieux de vie, et ont constitué l'une des principales bases dans le dispositif de l'Atlantique Nord. Voilà, Catalina nous revient, je crois, pour un amérissage, et je ne crois pas distinguer les ballonnets. Si, ils sont descendus. Voilà, face à nous, la gerbe d'eau. Je ne sais pas s'il s'agit d'un touch and go. Ah si, la puissance est remise. 43 pouces à l'admission. Voilà, 1250 chevaux de chaque côté. L'hydroplanage de la machine est assez spectaculaire. Je crois que les photographes qui étaient dans l'axe ont pu faire de jolis clichés. Voilà, l'avion continue de voir un petit peu d'eau. C'était toute une aventure de traverser. En 1929, fin 29, et Biscarrosse à l'époque est un petit village de résiniers de 2000 habitants, et tout d'un coup Biscarrosse va passer à l'ère industrielle grâce à un homme, Pierre-Georges Latécoère, qui décide d'implanter sur les bords du lac de Biscarrosse-Parentis une base de montage et d'essai d'hydravions. À la fin des années 30, on va se retrouver en plein âge d'or de l'hydraviation. Pierre-Georges Latécoère, sur ce site, va monter les plus gros hydravions au monde qui vont concurrencer les paquebots transatlantiques de l'époque. Et donc, d'ici, ces hydravions vont partir vers des destinations de rêve, Biscarrosse New York, imaginez, et Biscarrosse les Antilles. Alors cette histoire, il fallait bien évidemment la raconter, la faire perdurer. Donc le musée de l'hydraviation retrace non seulement l'histoire locale, mais également l'histoire de l'hydraviation des origines 1910 jusqu'à nos jours, et ce dans le monde entier. Ah ça, c'est une belle pièce. Moteur du Canadair. L'hydraviation, c'est moins commercial, si vous voulez, que l'aviation terrestre. On a besoin de plus de puissance, ça va moins vite, il y a plus de traînées, donc ça n'a pas été viable. On ne s'en sert plus maintenant que pour faire les incendies, les Canadair, ou le tourisme sur des endroits peu praticables tels le Canada ou en Sibérie ou dans des endroits difficiles d'accès. Notre chef-d'œuvre, ça vous donne des sensations, ça vous donne la joie de vivre du vol. Ce lac de Biscarrosse, un site magnifique. Vous voyez, aujourd'hui, l'eau est calme, les pins, du vent et des oiseaux. Voilà, donc venez voler, venez profiter et bénéficier de ces moments magiques en hydravion. Et l'atterrissage sur l'eau, c'est une surface qui bouge, qui vit. Donc il faut savoir lire les vagues, il faut savoir travailler et puis venir se poser sur l'eau, glisser, poser délicatement, comme le font les cygnes, comme le font les canards, cette aéronef sur l'eau. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très sympa. T'as Catalina qui vient aujourd'hui. C'est vrai que Biscarrosse reste la capitale de l'hydraviation et on accueille aujourd'hui une machine exceptionnelle qui est l'ancêtre du Canadair. Voilà, donc un appareil de collection qui nous arrive tout droit d'Angleterre et qui vient ici faire des qualifications, parce qu'il y a très peu de pilotes encore en vie qui peuvent piloter ce genre d'appareil. Donc qualification, et là encore c'est Biscarrosse et son plan d'eau qui ont été choisis.
descends sur l'hydrobase, je change de fréquence. Je bascule la fréquence sur 119, 110. Le Mike Delta arrive sur l'hydrobase de Biscarrosse. On arrive sur le trait de côte, on a bien le train rentré. On a 4 bleus, c'est donc pour Amérique. Et ben tu descends à 400 pieds. Tu vois le trait de côte qui est là, on va se poser le long de ce trait de côte de l'autre côté. Donc on est en vente arrière, 300 pieds, c'est de garder 300 pieds, voilà, c'est parfait. Sécurité à gauche, on fait étape de base. Allez, sécurité à gauche. On va garder 300 pieds, on va faire un passage pour voir s'il n'y a pas d'obstacle sur l'eau. Reconnaissance de drop zone, ok. Voilà. Ouais, bah, je te propose de passer en finale. Allez, on y va. Allez, sécurité à gauche, ok. Et on garde 300 pieds. Ouais. Hop. Tu vois les bouées là, toute la partie? Ouais, je vois, ouais. À droite, voilà. Il y en a là aussi, il faudra faire attention. On se posera à partir de la plateforme qui est ici, celle-là. Ok, visuel. Là, c'est le début de piste. Sortie de virage, on est en vente arrière. On est en vente arrière. Allez, hop. La checklist, je l'ai faite de la place arrière. On a les volets, on a 4 bleus. Ouais, les safrans sont relevés. Et ben là, on est sur le plan. Hein. Voilà, on est pas mal. On sort de virage. On sort de virage. Voilà. Et on l'a levé un petit peu le nez pour diminuer un peu la vitesse. Voilà. On va chercher un 60, c'est ça? Voilà, 60. Et là, on va le piloter un petit peu au gaz à la différence de ce qu'on fait habituellement. D'accord. On éteint l'alarme. Voilà. Et là, il va descendre et il va réduire sa vitesse. On regarde bien devant, il y a des bouées, il faut bien regarder. Ouais, elles sont sur la droite. Pas plus qu'après, comme ça. Ouais. On les descend, et on rajoute un petit peu ces gaz. On pilote beaucoup au gaz sur un avion, beaucoup. D'accord. Quand on va arriver près de l'eau, tu vas lever le nez. Voilà, on lève le nez, on réduit doucement ces gaz, tu gardes cette assiette. Garde cette assiette, manche en arrière, on freine, on tire le manche en arrière. Ok. À fond. Le frein, c'est ça, c'est le manche, tu vois. Ouais, on est sur les talons là. Ça, oui, c'est normal. Ok. Ok, on va mettre mi-tour. Un petit peu de gaz et on garde toujours le manche en arrière sur l'eau. D'accord. Ok, compris. J'ouvre là, mais mi-tour, pas plus, pas plus. Ouais. À peine 900 tours même. Voilà. Là, voilà, là on est devenu plateau. Alors on va descendre les safrans. Ils les décrochent et tu les laisses descendre. Voilà. Ok, safran baissé. C'est descendu. C'est dire à quel point un hydravion comme... Il a oublié ses flotteurs. Il allait sur le... Ah, j'ai oublié ses flotteurs, zut. On va le voir décoller. Bah, pouf. Faut pas qu'il y ait une tempête. James Cagney en hydravion. Là. Pièce par pièce, le Grumman Albatros retrouve sa splendeur. Une belle vitrine pour Biscarrosse. C'est quand même la capitale de l'hydravion, il ne faut pas l'oublier, donc c'est la moindre des choses d'en avoir un. On peut dire que c'est comme un Lego, bon, on le démonte, on repère un peu toutes les pièces et puis après le remontage, on rassemble tout, c'est un gros puzzle quoi. 25 mètres d'envergure, 18 mètres de long, 8 mètres de hauteur, le Grumman Albatros est un monstre de l'hydraviation. Une légende surnommée le Saint Bernard des mers. Né aux États-Unis, il avait pour vocation de sauver les pilotes crashés pendant la Seconde Guerre mondiale, puis les pêcheurs naufragés. C'est un avion militaire, mais un avion militaire qui a sauvé des vies. Pas un avion militaire qui en a tué. Alors ceci dit, la guerre c'est la guerre, mais
Cet avion-là a dû sauver pas mal de vies de pilotes abattus en mer. Alors ça fait doublement plaisir. Ce géant, qui pouvait affronter des creux de plusieurs mètres en pleine mer, est resté pendant plus de 30 ans dans l'oubli sur un aéroport italien. Destiné à être ferraillé, le musée de l'hydraviation de Biscarrosse l'a sauvé in extremis, une aventure patrimoniale, sociale et humaine. Nous avons pu mettre en place un chantier qualification Nouvelle Chance qui nous a permis de former des demandeurs d'emploi âgés de 19 à 50 ans et qui ont été formés pendant on va dire une année pour ces 3 groupes sur des métiers d'ajusteur-monteur aéronautique et de peintre aéronautique. Après plusieurs jours de travail d'assemblage, le Grumman Albatros offre à Biscarrosse une vitrine unique en Europe. Vedette du prochain rassemblement international d'hydraviation les 9 et 10 juin prochains, il sera rejoint pour l'occasion par l'un de ses frères, encore en état de vol, venu tout droit des États-Unis.
que c'est pas si simple que ça. C'est extrêmement patient. Souvent, il vaut mieux avoir une épouse patiente et passionnée. Américain qui vantait les caractéristiques Imaginez-vous que cet avion qui est né en 51 a traversé l'Atlantique la semaine dernière, d'abord traversé les États-Unis, ce qui est un véritable continent, traversé les États-Unis, il s'est arrêté, pardonnez-moi, à l'est du Canada, coincé par la météo, il est resté 3 jours. Une tempête de neige est tombée sur l'avion. Il a fallu le dégivrer 3 jours après pour finalement traverser et rejoindre Biscarrosse en début de semaine. Et là, on a fait une première en réunissant 2 avions du cinéma. Le cinéma a été inventé en France, à Lyon, évidemment, par les frères Lumière. C'est vraiment magique. Waouh! Oui, en Californie, en 1930, on a mis au point l'industrie du cinéma. Quelque part, on voulait vous faire une forme de trait d'union, parce que l'hydravion, c'était une merveilleuse idée, en même temps, c'était une mauvaise idée. En tout cas, sur le plan commercial, elle ne s'est jamais imposée comme une bonne idée. Et on a réuni quelque part le symbole, le dernier grand hydravion moderne, associé à celui qui a tué les hydravions, le DC-3, maintenant. On va continuer à travailler un peu avec les verres, il a fait le cœur. Souvent les actrices, c'est leur capacité à prendre la lumière. Vous savez, leur visage, avec le maquillage, souvent, à l'époque il n'y avait pas d'effets spéciaux, ils prenaient la lumière. Et ce qui faisait qu'une star devenait une star. Voilà. Et bien le Douglas, c'est un petit peu ça, il a des formes d'une grande sensibilité. Tout est arrondi. C'est un avion extrêmement sensuel, c'est un avion incroyablement moderne. Il vole pour la première fois en 1935. C'est un avion purement civil. Il faut imaginer que cet avion, il a simplement été construit pour transporter des mètres à la fois ses clients et la FAA. Qu'avec 2 moteurs fiables, eh bien, on pouvait largement remplacer les 3 moteurs. Et donc c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a réussi.
Cet avion, incroyablement moderne pour l'époque, imaginez, il pouvait voler dans le mauvais temps. Il était équipé d'aimants pour que les échappements soient dissymétriques et donc à l'extérieur du fuselage. Il avait remplacé les hélices bipales en hélices tripales afin de réduire le bruit. Et on en avait fait un avion extraordinairement confortable, équipé avec des banquettes pour traverser les États-Unis et dormir la nuit. Le DC-3 était aussi le premier avion. D'avoir une charge utile. D'avoir une charge utile qui permette à travers la vente des billets, sans subvention, eh bien, de payer tous les frais et même de dégager de la marge. Il a été tellement réussi qu'économiquement, en 1940, il n'y a pas de guerre aux États-Unis. Pearl Harbor, c'est 41. Eh bien, en 1940, quasiment toutes les compagnies américaines, même celles qui est une filiale de Boeing à l'époque, eh bien, sont équipées avec des Douglas DC-3. C'est aussi le premier avion que les compagnies d'assurance elles ont accepté d'assurer les passagers qui montaient là. Il y en a à peu près 1 millier de construits et évidemment la Seconde Guerre mondiale qui s'annonce permet au département de la Défense de commencer à développer des plans. Il fallait imaginer un avion de transport militaire et c'est un Curtiss qui est choisi. C'est un Curtiss C-46 Commando, un avion assez imposant, beaucoup plus puissant en termes de moteur que le DC-3. Air Force qui essaie le Curtiss Commando s'écrase avec cet avion et se tue. Donc l'avion n'était manifestement pas au point. Il sera mis au point plus tard, ce sera un avion extraordinairement intéressant. Regardez, il nous cligne des yeux, je crois que c'est un message qui est destiné à une certaine Isabelle. Je pense que vous pouvez lever les bras et le saluer. Voilà. Et pragmatiques comme sont les Américains, eh bien ils décident de regarder ce qu'ils ont comme autre avion disponible. Ils regardent, ils voient le DC-3. Bah oui, le DC-3 il emmène 4 tonnes au lieu de 6 comme le Curtiss. Sauf que le DC-3 il est fiable, il vole. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors à ce moment-là, eh bien, on modifie un peu les moteurs. Eh bien il va rentrer dans l'histoire de France. Nous sommes le 6 juin 1944. Eh oui, même précisément le 5 juin, le 5 au 6 juin. Imaginez des avions comme ça, dans le ciel, au-dessus de l'Angleterre, au-dessus de la France. Vous en aviez des milliers. Et oui, précisément 900 avions Dakota, puisque c'est le surnom que lui donnent les Anglais, comme le Catalina était un Dakota, était un surnom, pardon. Waouh, faut le faire ça. Hein. Là-haut, vous êtes à 110 mph, et donc c'est sur la trajectoire que vous raccrochez et vous redescendez. Eh bien, 900 Dakota sont réunis dans le sud de l'Angleterre, mettent les moteurs en route. Il faut près de 6 heures pour que l'ensemble des moteurs soient mis en route. Je crois qu'il faut dire un petit peu sur ce que c'est que préserver un avion de cette taille. Eh bien, c'est une véritable œuvre patrimoniale, parce que c'est un patrimoine qu'on partage tous ensemble aujourd'hui, à travers donc, les démonstrations. Il faut imaginer l'entretien de ces avions, c'est beaucoup d'argent, c'est aussi beaucoup de bénévolat. On a la chance en France d'avoir des gens activés qui sont capables de se réunir pour consacrer leur loisir finalement à la restauration ou au maintien en condition d'étanchéité, parce que là en plus on ne rigole plus, quand on se pose dans l'eau, il faut que l'avion se pose. Pas si facile que ça. Et donc que ce soit des gros avions ou des plus petits comme les stands qu'on a vus tout à l'heure, qui sont de véritables bijoux, et bien c'est l'œuvre souvent non pas. Là on a quand même des avions qu'on dit gueule. Ah, regardez le Beaver. Cette silhouette caractéristique elle est des avions qu'on voit souvent au Canada, qu'on voit aussi dans les films. Dans la région des Grands Lacs, de Beaver. Mais en sensation de pilotage, vous êtes rassuré par le bruit de ces moteurs. On a l'impression d'entendre de gros chats qui ronronnent à côté de nous. Et je ne sais pas si c'est psychologique ou si c'est parce qu'on connaît l'histoire, mais ça vous rassure. Et tu sais de quoi tu parles en matière de gros chats. Sa puissance, 450 chevaux.
s'est taillé la réputation d'être une camionnette volante, la Jeep désert, le livre. Notamment aux États-Unis, au Canada et dans de nombreux pays d'Afrique aussi. On les a équipés de flotteurs, on les a équipés de ski également, pour pouvoir se poser donc, partout sur de courtes distances. C'est un petit peu l'avion à tout faire, c'est ça, la camionnette, la classique. Roland Garros, Pierre-Georges Latécoère, Guilmer, tout ça c'était des gens qui évoluaient à une époque où les biplancs étaient les rois. C'était les rois du ciel. Le plus grand avion de la Première Guerre mondiale, c'était un avion français, le SPAD, biplan qui arrivait quasiment à voler à 400 km/h en piqué, sachant qu'au début de la guerre, on était à peine à 140-150 km/h de vitesse maximale pour un avion. Alors cet avion, le Stamp, on en a mis 4 en l'air avec des couleurs différentes. Ça vous dit quoi, Edouard? Monsieur Daber avec sa Citroën. Voilà. C'était une série franco-germano-canadienne de mémoire, qui était à l'époque, donc il y a très longtemps, diffusée sur la 3e chaîne de STF, et qui retraçait donc l'histoire de l'aviation au travers des exploits d'Edouard Daber, qui était un personnage fictif de la conquête du ciel. Et bien dans cette série, il y avait des Stamp. Le Stamp SV4, avion d'entraînement pensé par 2 ingénieurs au tout début des années 30, Jean Stamp et Maurice Vertonghen, ça c'est pour la partie belge, pour le cible donc SV. Avion, il est d'une extrême douceur. Avec un Stamp on fait de la voltige douce. Voilà. Avec des faucheurs de Marguerite. Quelquefois quand on est 5G, 6G, 7G, l'accélération, c'est la mesure d'accélération le G-mètre. Le Stamp c'est une autre vision de l'aviation, c'est une voltige harmonieuse, c'est une voltige relativement douce, mais il ne faut pas dégrader l'énergie, parce que de l'énergie vous n'en avez pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup, le Stamp est équipé d'un petit moteur Renault de 4 cylindres en ligne. Ça fait 140 chevaux, c'est pas énorme pour faire de la voltige, vu que l'avion est léger entre les bois. Eh bien ça suffit, ça décroche dans les alentours de 50-55 km/h à peu près. On pourrait quasiment remplacer une roue si l'avion se mettait sur un terrain d'aviation. À partir d'une voiture cabriolet, vous pouvez vous mettre en dessous à 70 km/h, vous remplacez la roue et l'avion se pose. C'est un avion qui est tellement apprécié par les pilotes que les Anglais en achètent énormément. Une époque où on avait peur de voir disparaître le Stamp, tant les Anglais venaient les acheter en France pour les faire voler chez eux, sachant que s'ils sont tombés amoureux de cet avion qui est contemporain du Tiger Moss, mais en beaucoup mieux. Exactement, qui a volé la vedette d'ailleurs au Tiger Moss. Il faut aussi préparer votre pilotage, non pas le décollage, mais votre atterrissage surtout. Voilà, c'est un avion. Simple. C'est pas un avion. C'est pas un avion facile, mais c'est pas un avion facile non plus. Voilà, mais faut pas utiliser les techniques les plus modernes, il faut s'adapter à l'aviation, à cette aviation-là, c'est-à-dire qu'il faut faire preuve de humilité, essayer de comprendre des commandes qui vous sembleront tout d'abord molles alors qu'en fait elles ne le sont pas. Vous avez vu le destin pour ouvrir sa porte, vous avez une espèce de demi-porte que vous pouvez ouvrir en vol, ce qui vous permet de climatiser votre poste de pilotage, puisque vous avez bien compris qu'on vole la tête à l'air libre. Et donc une fois que vous avez mis en route votre avion, par exemple le soir vers 20 h en ce moment,
eh bien, vous avez le droit de vous être sur l'herbe. Il faut essayer plutôt de s'aligner face au vent, c'est plus facile. Alors ici a toujours été une grande nation d'avoir le bien. Regardez, je vous disais tout à l'heure que Roots allait nous faire une figure.
entre les feux de forêt. Il y a quelque chose de très étonnant lorsque l'on voit au loin Berliet. On a un avion sur un plan d'eau. Explorer, voyager, embarquer. Les histoires légendaires qui ont immortalisé l'épopée de l'hydraviation font du patrimoine biscarrossais une richesse à découvrir absolument.